En 2024, c'est le dernier bilan routier auquel on a accès, c'est 80 personnes qui sont mortes en se déplaçant à pied tout simplement. Donc, on a vraiment une prise de conscience collective à avoir pour agir sur le terrain pour prévenir ces décès-là. Puis non, c'est sans compter là, les blessures graves, les blessures légères qui peuvent vraiment changer complètement la vie de quelqu'un. Bienvenue aux Électrons libres et bienvenue au premier épisode de la saison 4 des Électrons libres. Cette semaine, on rencontre Sandrine de Piétons Québec pour parler des piétons. Que vous soyez pilote d'hydravion, de fusée, de F-35, de drone, de sous-marin, d'hélicoptère, d'auto, de vélo, de moto, de trottinette, bref, tout le monde est concerné par les piétons. Donc, si t'écoutes, c'est sûr que ça va te parler. Bon épisode. Les Électrons libres est présenté par Marie-Rose Café. Marie-Rose Café, c'est le torréfacteur pour vos cafés qui sont faits avec amour, éthique et durabilité. Bref, pensez à votre café, c'est penser à Marie-Rose Café. Écoute Sandrine, bienvenue au podcast Les Électrons libres. Merci. C'est cool de te recevoir aujourd'hui au nom de l'organisme Piétons Québec. Justement, Piétons Québec, moi, ça fait un moment que je vous connais, mais je me demande, c'est quoi Piétons Québec? C'est quoi que vous faites? Qui vous êtes? Fait que, lors de cet épisode, on va avoir l'occasion justement d'explorer qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Mais d'abord, Sandrine Cabana-Degani, c'est qui? C'est une bonne question, mais en fait, je suis d'abord la DG de Piétons Québec, donc la directrice générale. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, mais je suis aussi une maman d'une petite fille de 1 an. Donc, on se promène beaucoup en poussette. J'habite à Montréal, mais j'ai aussi habité ailleurs au Québec, notamment dans les cantons de l'Est. Je suis piétonne, mais je suis aussi cycliste, automobiliste, usagère du transport collectif. Donc, j'aime bien utiliser le cocktail transport pour me déplacer. Puis sinon, j'adore cuisiner. C'est vraiment une passion pour moi. Donc, maman, professionnelle à temps plein, ça doit être quand même occupé comme journée. Surtout dans un organisme comme Piétons Québec, vous devez avoir pas mal de choses à faire, j'imagine. Justement, si on parle de Piétons Québec, on parle de piétons, on parle de l'importance de ce type d'usager de la route. Pourquoi la mobilité piétonne? Pourquoi s'attaquer à ce sujet-là? Dis-moi. En fait, la mobilité piétonne, mais d'abord, on est tous et toutes piétons, piétonnes à un moment ou à un autre dans nos déplacements, qu'on se déplace principalement en transport collectif, en voiture ou alors même totalement à pied. On a besoin de faire quelques pas pour se déplacer et se rendre à destination. Hein? L'autobus rentre pas dans les commerces, dans le bureau. La même chose pour la voiture. Donc, on est tous et toutes piétons à un moment ou à un autre. Puis pourquoi favoriser ce mode de déplacement-là? C'est parce que la marche, ça a des bienfaits énormes, tant au niveau individuel que collectif. Au niveau de l'individu, c'est sûr qu'adopter la marche dans notre quotidien, ça permet d'améliorer notre santé à la fois physique ou mentale. Puis ça, les études sont tellement nombreuses que j'ai toujours de la misère à en choisir une à citer là, quand on veut démontrer ça. C'est à la fois bon pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, mais aussi pour améliorer la santé mentale, la concentration. Donc, vraiment intégrer la marche dans notre quotidien, c'est la meilleure façon de rester en santé là et tout au long de la vie, hein, parce qu'on peut pratiquer la marche autant très jeune comme enfant dès qu'on fait nos premiers pas, mais aussi jusqu'à quand même un âge avancé. Donc, il faut pas être super en forme pour marcher, mais pourtant, c'est une activité physique qui est vraiment bonne pour la santé. C'est aussi miser sur la marche au niveau des collectivités, là, c'est une façon de renforcer le tissu social. Quand on se déplace à pied, on rencontre ses voisins, on crée du lien, on crée de la communauté, donc par des places publiques, des parcs. C'est vraiment des façons de créer ces milieux qui vont être vivants, qui vont être dynamiques. C'est aussi une façon d'alléger le budget des ménages d'investir dans la marche parce que quand on combine
les déplacements à pied, les déplacements même actifs à vélo, etc. Avec les modes de transport collectif, on permet à la population de pouvoir, s'ils le souhaitent, se départir de leur deuxième voiture, de leur voiture complètement. Donc, on vient vraiment alléger le poids financier sur les ménages, alors qu'on sait que dans le contexte actuel, puis là, encore plus avec la hausse du prix de l'essence, on voit que on a beaucoup de ménages qui sont un peu pris à la gorge, qui sont dépendants de la voiture pour leur déplacement. Donc, investir dans des milieux de vie plus favorables aux déplacements actifs, aux déplacements collectifs, c'est donner une option de plus aux ménages pour alléger ce fardeau financier-là. Pourquoi aussi investir dans des milieux de vie favorables à la marche? Comme j'ai dit tantôt, on est tous et toutes piétons à un moment ou à un autre, mais la population veut marcher davantage. Chez Piétons Québec, on a fait un sondage l'été dernier, puis on a travaillé avec Léger là, pour faire le sondage, puis c'est 67% des Québécois et des Québécoises qui souhaitaient marcher davantage dans leur municipalité. Donc, on voit que c'est aussi répondre à une aspiration de la population, puis ils veulent le faire en sécurité, parce que malheureusement, et c'est le volet plus triste de mon travail, c'est que on a quand même malheureusement beaucoup trop de décès sur les routes. En 2024, c'est le dernier bilan routier auquel on a accès, c'est 80 personnes qui sont mortes en se déplaçant à pied tout simplement. Donc, on a vraiment une prise de conscience collective à avoir pour agir sur le terrain pour prévenir ces décès-là. Puis non, c'est sans compter les blessures graves, les blessures légères qui peuvent vraiment changer complètement la vie de quelqu'un. Ouais, non, c'est 80 morts, là, c'est quand même intense. Je pensais pas que c'était autant de personnes qui avaient des décès là, par rapport à juste à être piéton. Puis tu sais, quand on passe à piéton, c'est tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde. Là. Je veux dire, que tu sois automobiliste, que tu sois cycliste, que tu sois conducteur de porte-avions ou peu importe, le marin. On est tous piétons. C'est ça que je trouve qui est particulier par rapport aux piétons, c'est que ça rejoint tout le monde. C'est hyper démocratique. Il y a rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Ça touche tout le monde. Donc, les gens qui écoutent, les auditeurs, auditrices, vous ne pouvez pas ne pas vous sentir concerné aujourd'hui, c'est impossible. Puis malheureusement, souvent on l'oublie, hein. Les gens vont beaucoup s'associer à être automobiliste, s'associer à être cycliste, donc se revendiquer comme tel. Mais c'est rare les personnes qui disent moi je suis piétonne. Donc tu sais, on l'oublie souvent parce que souvent c'est un mode qui va nous permettre de faire moins de distance, que ça va pas être la majorité de la distance de nos déplacements qui va être fait à pied, mais c'est vraiment un mode qui nous permet de nous approprier notre quartier, notre milieu de vie, de connecter avec nos voisins, etc. Donc, il faut pas le négliger. Non, vraiment pas, vraiment pas. Si t'aimes ce que t'entends, ce que t'écoutes en ce moment et ce que tu vois, c'est bien facile de m'encourager. C'est tout simplement en cliquant sur le lien pour t'abonner à l'épisode. C'est disponible sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Tu peux t'abonner sur toutes ces plateformes. Justement, chez Piétons Québec, comment vous en venez à défendre les piétons et piétonnes du Québec? Parce que avec 80 morts, il faut à un moment donné que quelqu'un se mette à leur place et dise « Hey, il me semble que ça, c'est pas sécuritaire » ou « tel type d'aménagement, ça n'a pas de sens » ou « telle politique, ça n'a pas de sens » ou « tel type de véhicule, on en reparlera un peu plus tard. » C'est plus propre à être dangereux pour un piéton. Donc, vous vous positionnez comment dans tout cet écosystème? Oui, bien en fait, notre rôle, c'est justement de porter la voix des piétons, des piétonnes et on trouvait en fait que les piétons devaient avoir leur voix propre là, pour revendiquer ces changements nécessaires là, à nos milieux de vie pour mieux protéger les piétons, mais aussi pour assurer leur confort puis permettre justement que ce mode-là ne soit plus un mode de déplacement qui est un peu oublié malheureusement parfois dans la planification du territoire. Comment on agit? En fait, on travaille à la fois avec le gouvernement du Québec pour que les politiques publiques soient plus favorables à la pratique de la marche, pour qu'on n'oublie pas les déplacements à pied dans les différentes politiques, parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça touche tellement de volets. Ça touche les politiques qui sont liées à l'activité physique, les politiques au niveau de la prévention en santé, mais aussi au niveau de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, puis des transports, bien sûr. On essaie vraiment d'être présent dans les différents forums pour s'assurer que la planification gouvernementale là, prenne en considération les besoins des personnes qui se déplacent à pied. Ensuite, on travaille aussi de près avec le milieu municipal parce qu'on sait que souvent les infrastructures
piétonnes sont décidées, planifiées et aménagées au niveau des municipalités. Ouais. Donc, on va travailler avec elles pour les mobiliser à agir, mais aussi pour les outiller dans la mise en place d'actions. Donc, on fait des formations, on crée des outils qui sont disponibles en ligne que les municipalités peuvent utiliser pour partager les meilleures pratiques. On mène aussi un projet où on va outiller les citoyens, citoyennes qui sont mobilisés localement puis qui veulent faire bouger les choses dans leur municipalité. Donc, on les accompagne là-dedans. On a aussi des projets vraiment qui s'adressent directement au public, dont des campagnes de sensibilisation. On a un projet de formation pour les enfants dans les déplacements actifs vers l'école. Donc, on ratisse quand même assez large pour venir parler à la fois à la population, mais aussi aux décideurs publics, puis aux différents intervenants en sécurité routière, là, pour qu'on ait une vision partagée puis qu'on agisse proactivement pour améliorer le confort, la sécurité des personnes qui se déplacent à pied, et ça partout au Québec, ce qui est quand même pas une mince tâche. On a beaucoup de travail. Ouais, on a un grand territoire en plus, c'est vaste, puis les conditions aussi du territoire qu'on a sont assez variables. Hein. Si on parle de la sécurité des piétons au centre-ville de Montréal versus à Chibougamau, c'est peut-être pas la même game. On a peut-être pas le même volume de piétons. Les habitudes de vie sont différentes, milieu rural, milieu urbain, milieu suburbain. Bref, vous avez c'est une grande tâche, c'est pas une mince tâche à faire, comme on dit. Puis en parlant de défense, de combat, de dire OK, nous on prend la place des piétons, vous avez, et ça peut-être qu'on le connaît moins, les gens le connaissent moins à la maison, mais vous avez combattu pour la reprise du plan d'action politique de mobilité durable 2030. Puis pour les communs des mortels, c'est quoi cette politique de mobilité durable 2030 avec différents paliers du gouvernement? Explique-nous un peu plus c'est quoi. Mhm. Ça peut paraître un peu drable, une politique, un plan d'action, Ouais. mais en fait, c'est le genre d'initiative ou de document qui a vraiment un impact concret dans la vie des gens, même si on s'en rend pas compte. À quoi ça sert une politique publique puis un plan d'action? Ça sert à planifier les actions du gouvernement, mais surtout à coordonner les actions de tout le monde qui est impliqué dans le secteur dans la même direction. Ça permet aussi d'assurer, dans l'idéal et dans le meilleur des cas, la cohérence des actions gouvernementales. Parce que, tu sais, des fois, on peut dire, on a tel objectif dans tel ministère, puis là, on part dans cette direction-là, mais un autre ministère, ou même au sein même du même ministère, un autre département fait quelque chose qui défait un peu ce que l'autre département fait. Donc, l'objectif d'avoir des politiques gouvernementales, c'est ça, c'est d'assurer, de mobiliser, dans le fond, tous les acteurs qui sont concernés par une question autour d'une vision, finalement. Puis, ce qui est intéressant de la politique de mobilité durable 2030, c'est qu'elle a été co-construite avec l'écosystème des transports. Donc, c'est pas juste le ministère des Transports, des fonctionnaires qui ont écrit ça dans leur bureau. Il y a vraiment tout le milieu des transports qui était autour de la table puis qui a participé à la rédaction de la politique. Puis là, quand je parle de l'écosystème des transports, là, vous avez peut-être en tête parce que on est Piétons Québec, Vélo Québec, le transport collectif et tout ça, mais ça est vraiment plus large que ça. Autour de la table, il y a, par exemple, le Conseil du patronat du Québec, les chambres de commerce, parce que les déplacements ont un impact sur, tu sais, la capacité de la main-d'œuvre de se déplacer. Ça a un impact important. Ouais. La question, par exemple, du trafic automobile a des impacts économiques majeurs pour le milieu économique. Il y a tout le volet aussi du transport des marchandises. Donc, il y a l'association du camionnage autour de la table, toute la question du transport par bateau pour les marchandises. Donc, quand je dis que l'écosystème des transports était autour de la table, c'est tous ces acteurs-là qui s'entendent pas tout le temps sur les objectifs, mais qui ont réussi à accoucher d'une politique qui était super ambitieuse. Donc, les cibles sont super claires et qui touchent pas juste des éléments environnementaux, parce que c'est le nom politique de mobilité durable 2030, mais qu'il y a aussi des cibles au niveau de l'économie, de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, puis bien sûr de l'environnement. Donc, c'est vraiment une politique qui a bénéficié d'un consensus, puis qui bénéficie encore, en fait, d'un consensus vraiment large pour atteindre les cibles. Puis les cibles, juste pour vous donner une idée, parce que justement, c'est ça qui touche le commun des mortels, c'est
d'améliorer l'accès au mode de transport. Donc, par exemple, on a une cible qui dit que 70% de la population doit avoir accès à au moins 4 services de mobilité. Parce que, OK. justement, il faut avoir des choix en termes de mobilité pour pouvoir, si on le veut, se départir d'une voiture, par exemple. On parlait aussi dans les cibles de réduction du temps de déplacement des ménages. Donc ça a un impact super concret sur la population si on est capable de planifier notre territoire puis d'améliorer les services de transport collectif. Ben, on enlève des personnes sur la route, on réduit la congestion, puis on rend plus efficace les déplacements, on raccourcit les distances. Ça fait que les gens ont besoin de se déplacer moins longtemps. Ils peuvent passer plus de temps avec leur famille, à faire leurs loisirs, etc. On a aussi comme cible l'amélioration du bilan routier. Donc, un impact majeur sur la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau. Bon, après, on avait aussi des cibles au niveau de l'environnement, donc réduction de GS, réduction de l'apport modal de l'auto-solo. Mais au niveau économique, on a une cible sur la réduction de dépenses des ménages dans le transport. Donc, justement, en offrant plus de choix de mobilité durable, ben, on peut permettre à la population de choisir autre chose que d'être dépendant de l'auto. Ouais. Et on peut avoir un effet important là sur le portefeuille des ménages parce que maintenant, les voitures coûtent de plus en plus cher. Parce qu'elles sont de plus en plus grosses, donc elles coûtent plus cher à acheter. Et il y a plus de choix pour des petites voitures économiques, donc ça devient très coûteux pour un ménage de posséder 2, 3, 4 voitures quand les enfants deviennent grands puis ils doivent absolument avoir une auto, sinon ils peuvent pas se déplacer. Puis il y avait aussi une cible au niveau plus de l'économie de la société, d'investissement au niveau du marché du transport parce qu'au Québec, on fabrique des autobus, on fabrique des trains, mais on fabrique pas de voitures et on vend pas on fait pas on n'est pas dans le pétrole. C'est beaucoup plus rentable pour nous comme société d'investir dans le transport collectif, dans le transport actif. On fabrique des vélos aussi d'ailleurs, que d'investir dans l'auto solo. Donc pour tous ces acteurs-là qui sont ralliés autour de la politique de mobilité durable, ben c'est à la fois pour avoir un impact au niveau des individus, de la population, mais aussi pour avoir une société qui est plus compétitive au niveau économique. Puis, ça reste une politique qui est encore très à jour avec les enjeux qu'on vit actuellement. Malheureusement, il n'y a plus de plan d'action. Donc, les cibles sont là, les grandes orientations sont là, mais on n'a plus de plan pour mettre en œuvre cette politique-là. Donc, c'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on s'est battu avec d'autres partenaires de l'écosystème, justement, pour qu'il y ait un nouveau plan d'action. Puis, on espère que, bon, le prochain gouvernement va faire sienne cette politique, va réactiver un plan d'action pour avoir, on le pense, c'est une solution à plein d'enjeux qu'on vit dans notre société, là, finalement. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que on avait un plan d'action, on avait des objectifs clairs, puis là, je vais le dire comme ça, on a décidé de couper les ponts, en fait, qu'on avait bâtis entre nous et les objectifs qu'on s'était mis. Pour une raison ou une autre, mais c'est ça qui arrive aussi, j'ai l'impression, avec les changements de gouvernement. Puis je pense que une bonne partie de la population a cette impression-là. Là. Je pense que c'est une impression partagée, c'est que quand on change de gouvernement, les priorités changent, puis là, finalement, on a travaillé sur des choses en amont peut-être pendant des années, puis là, finalement, ça change d'orientation, fait que là, finalement, on est obligé de se rasseoir pour recommencer si on est permis de recommencer. Est-ce que tu sais où que ça en est en ce moment par rapport à ce plan d'action-là? Est-ce qu'on a une nouvelle? Ben, en fait, la politique, en théorie, elle est encore là. Mais comme il n'y a plus de plan d'action, ben on se donne pas les moyens de mettre en place la politique. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. Puis, ce qu'on comprend, c'est que là, il reste pas beaucoup de mois au gouvernement qui est en place. Là. Donc, il y aura pas de plan d'action à court terme de ce qu'on a compris. Là. Fait que c'est pour ça que je dis, on espère que le prochain gouvernement va embrasser finalement le consensus là, de la société civile et de l'écosystème des transports parce que c'est comme sur un plateau d'argent d'avoir tout cet écosystème là qui est derrière la politique et qui vont mettre de l'avant les moyens pour atteindre les cibles. Puis tu sais, on est dans un contexte économique où c'est difficile, on manque de budget pour réaliser certains plans d'action, certaines politiques, mais
Puis souvent, on parle beaucoup des coûts de mettre en place ce genre de politique-là, mais on parle pas des coûts de ne pas la mettre en place. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler puis se mettre en tête parce que en ce moment, justement, on investit dans quelque chose qui ne rapporte pas au Québec, là. Donc, il faut garder ça en tête. Puis, également, se dire que à la fois pour les individus puis la population du Québec, ils méritent d'avoir davantage de choix puis d'avoir davantage de liberté au niveau de leurs déplacements, puis ça passe par la mise en œuvre d'une politique de mobilité durable puis l'amélioration des services là, de transport actif collectif. Absolument. Écoute, Marie-Rose Café, c'est le sponsor officiel des électrons libres, puis je suis ici pour parler un petit peu de mes go-to en matière de café avec Marie-Rose Café. Bon, Lac du Portage, c'est le café qui m'a fait tomber en amour avec Marie-Rose Café en expresso. Avec une machine expresso, c'est malade comme café. Aussi, en Chemex, là, très, très, très bon. Sinon, pour les amateurs de latte, de cappuccino, tout ce qui a du lait, là, l'Unique AA, c'est mon go-to. L'Unique AA, vas-y avec ça. Sinon, si t'es, comme moi, t'aimes les cafés assez corsés, acidulés, l'expresso corsé, là, moi, j'adore. C'est ce que j'ai pris ce matin à la cafetière italienne. J'adore. Sinon, le mélange maison, c'est un no-brainer. Donc, si tu veux quelque chose que t'es sûr d'aimer, que t'es sûr que les gens vont aimer, vas-y avec le mélange maison. Go check it out sur Facebook, Marie-Rose Café. Absolument. C'est comme Pierre Barriot, là. Je suis en train de réviser des épisodes qu'on a fait deux épisodes. Excuse-moi, deux épisodes qu'on a fait ensemble avec Pierre Barriot. Puis c'est ce qu'il disait. À un moment donné, il passait à Radio-Canada, je pense, pour parler du transport collectif, du REM. Puis là, comment ça avait coûté cher. Puis les journalistes ils étaient comme Puis il a expliqué, écoutez, si on le fait pas, en fait, ce que vous savez pas, c'est si on l'avait pas fait, c'est quoi que ça aurait été les vrais coûts de ne pas le faire. Ça, c'est souvent, c'est dur de faire penser aux gens de cette manière-là en termes de mobilité durable parce que durable, ça veut dire aussi soutenable. C'est plus soutenable à long terme. Puis peut-être qu'au lieu de compter ça comme une dépense, en fait, ça devient un investissement. Parce que on le voit là avec l'automobile, tous les investissements qui sont faits dans l'automobile, c'est une dépense. C'est pas, on n'investit pas dans l'automobile au Québec, contrairement à la mobilité durable, toutes les initiatives dans ce sens-là. Puis c'est le fun de savoir que, à un moment donné, dans l'histoire du Québec, on s'est aligné. On avait les acteurs alignés, les actrices alignées pour dire, OK, on s'en va là-dedans. Voici ce qu'on fait, gang. On s'en va vers ça, puis on a un plan pour le faire, pour atteindre nos objectifs. Il suffit de remettre ça sur pied, mais comme tu as dit, c'est ça. On va voir. Puis tu sais, je dirais que les acteurs sont encore alignés dans une grande partie. Tu sais, dans le fond, on a signé une lettre ouverte récemment avec le Conseil du patronat du Québec à ce sujet-là. Tu sais, donc avec les acteurs économiques sont toujours là, puis ils demandent toujours la mise en place de cette politique-là. Eux, ils voient les impacts très concrets auprès justement de la mobilité de la main-d'œuvre, etc., le fait de ne pas investir dans la mobilité durable ou de pas investir suffisamment. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que ce consensus-là, il est encore là, puis les opportunités sont là. On sait quoi faire. Il faut juste mettre l'énergie à cet endroit-là, puis pas défaire de l'autre côté par d'autres actions les initiatives qui vont dans la bonne direction. Puis je dirais aussi, une autre des choses, c'est que souvent, quand on parle de mobilité, c'est quand même assez polarisant. Hein? Quand on parle de mobilité durable, les gens ont l'impression que parce qu'on dit qu'on va investir dans le transport actif, on va leur arracher leur voiture, puis ils n'auront plus le droit de circuler en auto. C'est pas ça l'objectif. Tu sais, l'objectif de ces actions-là, puis notre travail à nous, puis à nos partenaires qui œuvrent en mobilité durable, c'est de permettre à la population d'avoir plus de choix, puis d'avoir cette possibilité-là, s'ils veulent pas se déplacer en voiture, de pouvoir le faire. Puis le fait que ces gens-là qui veulent le faire fassent ces choix de mobilité durable, ben ça enlève des gens sur la route, puis ça fait plus de place pour ceux qui n'ont pas le choix de se déplacer en voiture. Donc c'est quelque chose qu'on doit toujours répéter, je pense, parce que c'est souvent mal compris. Ah, c'est ça, c'est mal compris. Je pense que l'attention aussi à dire je suis un automobiliste, je suis un cycliste, je suis un piéton. Ce game-là des rôles. C'est pour ça, en fait, que d'ailleurs, j'en profite pour en parler parce que c'est tout récent, mais c'est pour ça que j'ai changé le logo du podcast des électrons libres. En fait, c'est parce que j'ai réalisé que là où que tout le monde se rencontre, puis
qu'on arrête d'avoir des rôles là, ou jouer à cette pièce de théâtre-là, c'est sur la route. C'est sur la route. Sur la route, finalement, quand on sort tous chacun de nos bicycles, notre char ou notre autobus ou quoi que ce soit, mais c'est là qu'on se rend compte, puis on découvre que, regarde, on est tous à la même hauteur, puis on peut se parler, on peut avoir cette conversation-là justement sur l'utilisation de l'espace public, comment rendre efficace notre utilisation d'espace public. Moi, j'aime ça conduire. Finalement, là, j'adore ça, être derrière le volant de Tesla ou peu importe, des véhicules qui font vroom vroom qui accélèrent. Moi, j'adore ça, même si j'en ai pas en ce moment. Puis ce qu'on a vu avec les dernières années, c'est que en Amérique, là, les VUS, c'est vraiment populaire. Puis c'est vrai, là, les VUS, c'est vrai que c'est pratique. Hey, tu t'en vas d'un trail, tu pars le week-end, là, tu sais, t'aimes ça faire du plein air, là. Tu pars le week-end, t'amènes ta tente, ton bicycle, puis tout ça. Moi, j'ai été ce gars-là, là. J'amenais mes bicycles, trois bicycles, là, dans le char. Ça rentre dans un VUS, parfait. On s'en va au week-end de camping. On y va. Mais, dis-moi, c'est quoi que les gens, ils savent pas par rapport à ce type de véhicule-là, par rapport au VUS, c'est quoi que les gens savent pas quand ils achètent ce type de véhicule qui est bon à savoir par rapport aux piétons? Mm-hmm. Ben, avant de plonger dans la réponse à la question, je dirais que l'objectif ici, c'est pas de culpabiliser justement les gens qui en possèdent parce que aujourd'hui, c'est dur d'acheter autre chose qu'un VUS. Tu vas chez le concessionnaire, puis c'est juste ça qui est offert. Donc, nous, dans la sensibilisation qu'on fait, on veut aussi qu'il y ait une prise de... on veut qu'il y ait des changements au niveau de l'offre qui soit disponible parce que ce qu'il faut se garder en tête, c'est qu'en ce moment, les constructeurs, les vendeurs d'auto, ils veulent que la population achète des gros véhicules parce que c'est beaucoup plus cher. Donc, ils font plus d'argent avec ce type de véhicule-là. Donc, puis en plus, il y a eu un changement au niveau de la forme des véhicules. Donc maintenant, même les plus petits véhicules ont une forme de VUS, donc sont plus hauts parce que c'est ça que l'industrie a vendu par la publicité, etc. Ouais. Tout le monde veut un VUS, mais il n'y a pas nécessairement plus d'espace à l'intérieur. Donc on vous vend un VUS, mais dans le fond, il y a moins de place que dans la Mazda 3 d'il y a quelques années. Tu sais, fait que il y a vraiment il faut garder un œil critique quand on magasine une voiture, qu'on se garde en tête c'est quoi nos besoins. Tu sais, justement, est-ce que je fais beaucoup de plein air? Est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai 3 enfants avec 3 sièges auto? Parce que les sièges auto aujourd'hui sont énormes aussi. C'est une autre question. Ouais. Mais, donc ça, puis tu sais, donc c'est quoi mes besoins? Je pense que il faut avoir une réflexion de société sur qu'est-ce que on veut qu'il soit à faire chez les concessionnaires. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir une prise de conscience avec les prix de l'essence à la pompe. Tu sais, on a des véhicules qui consomment plus, puis qui donc ça coûte plus cher. C'est comme si tous les gains qui ont été faits au niveau efficacité énergétique dans l'industrie automobile, parce qu'on a des moteurs qui sont plus performants, donc qui consomment moins, on les a rapportés en faisant des véhicules plus gros. T'sais. Donc, au final, on consomme pas moins. Là. Puis ça, c'est l'effet rebond qui est bien connu en environnement, là, mais on le voit tout à fait dans l'industrie automobile. Fait que ça, c'était juste la parenthèse. Je veux pas que les gens se culpabilisent par rapport à leur possession de voiture, mais on a une réflexion de société à faire par rapport à l'impact de ces véhicules-là dans nos collectivités. Donc, il y a un enjeu de sécurité important, notamment avec les gros véhicules utilitaires sport et les pick-up, qui sont plus dangereux pour les personnes à pied. C'est en raison de leur gabarit, notamment. Donc, comme ils sont plus hauts, le devant est plus haut, l'impact en cas de collision va être plus au niveau des organes vitaux. Donc, il va y avoir plus de blessures graves puis de décès en cas de collision. Ça fait du sens. C'est tout à fait une question de physique, là. Donc, quand on est frappé par un pick-up ou un gros VUS, on va passer souvent sous le véhicule aussi, donc les blessures vont être plus graves, alors que avec les petites voitures, les berlines, on passait par-dessus le véhicule, puis l'impact était plus au niveau des jambes, donc moins de gravité de blessure. Il y a aussi le fait que, comme ces véhicules-là sont souvent plus lourds, les piliers de pare-brise vont être plus gros, donc les piliers qui sont à l'avant là, du véhicule qui servent à tenir le toit. Et ça fait des angles morts plus grands à l'avant. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est Puis vrai. ces angles morts-là, c'est souvent on va se trouver un piéton quand on effectue un virage. Donc, à une intersection, par exemple, on va tourner à gauche. Puis là, le piéton va être complètement dans l'angle mort du pilier de pare-brise A. C'est pas un gros pilier, mais souvent, le piéton marche à la même vitesse qu'on effectue notre virage. Donc, ça va créer un angle mort important. Ça, si on en prend conscience, on peut juste bouger un peu la tête puis voir le piéton. Donc, il y a une part d'éducation aussi là-dedans, mais comme c'est nouveau, un peu comme point, ben il y a de l'éducation à faire. Il y a aussi l'angle mort avant. Comme le véhicule est plus haut, ben l'angle mort à l'avant est plus important, surtout pour les enfants qui peuvent être complètement masqués par l'angle mort à l'avant. Clairement. Donc, les enfants vont être plus à risque de collision. Ces statistiques-là, je veux pas noyer sur les statistiques, mais les enfants, par exemple, vont avoir un risque de mortalité multiplié par 8 en cas d'impact avec un camion léger par rapport avec une berline. Donc, c'est quand même beaucoup plus dangereux, par exemple, pour un enfant de se faire frapper par ce type de véhicule-là qu'avec un plus petit véhicule. C'est un enjeu qu'on doit garder en tête par rapport au fait qu'on a une transformation de notre parc automobile. C'est 85% des véhicules vendus qui sont des VUS ou des camionnettes aujourd'hui. 80%? 85. 85, oh wow! Ouais. Intense. Donc, notre parc automobile est en train de se transformer de façon importante. C'est maintenant la moitié du parc automobile qui sont des VUS ou des pick-up. Donc, c'est quand même important. Puis, ça va juste aller en augmentant si la tendance se maintient. Donc, c'est pour ça que je dis notre implication sur ce dossier-là, c'est plus de voir comment on peut renverser la tendance au niveau de l'ensemble de la flotte plutôt que d'une ou deux personnes. Le véhicule le plus vendu pour les personnes là, pas pour les gens qui l'utilisent pour leur travail là, c'est vraiment un usage personnel. Est-ce que tu sais c'est quoi? Kia Sportage, mettons, je l'essaye de même. Non? C'est le F-150, le Ford F-150. Sérieux? Wow! Hey, il y a tellement de monde qui en a pas besoin, hein? Ça, puis on est même pas parce que souvent on se fait dire ah oui mais j'en ai besoin puisque moi je suis entrepreneur puis hey, non. On nie pas ça, là. On nie pas qu'il y a des gens qui ont besoin de ce type de véhicule-là. Là, on parle de l'usage personnel, là. Donc c'est pas les personnes qui sont entrepreneurs. Donc il y a vraiment quelque chose puis c'est influencé par la publicité automobile là, je pense pas tu sais on se fait vendre ces véhicules-là parce qu'ils sont plus rentables pour l'industrie automobile. Donc, on a une réflexion individuelle, oui, quand on fait le choix. Pardon? Ça coûte cher, en plus, un F-150. Là. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça, mais moi, j'en ai chauffé là, des F-150. OK. Je fais vraiment une grosse parenthèse. Là, les vitres là, sur les F-150. Moi, là, j'ai pas d'amis qui ont des F-150, c'est pas compliqué. Ça pète tout le temps. Achetez pas un F-150, ça pète tout le temps. Achetez un autre d'un autre concurrent, au pire, là, mais ça pète tout le temps, ça coûte vraiment cher. Faites pas ça. Je dis ça de même. Achetez un bicycle à la place. Achetez un bicycle. Le coût de la vitre, c'est à peu près le coût d'un bicycle, OK? Faites pas ça. Mais deuxièmement, tu sais, le monde n'en a pas besoin. Je continue sur la parenthèse. Ce matin, j'avais un pick-up justement devant chez moi qui transportait une laveuse. Puis en Hollande ou en France surtout, on a l'excuse de l'armoire dans le monde. Mais ici, on a l'excuse de la sécheuse puis le frigidaire. Ouais, mais la fois là que je vais en avoir besoin là pour amener là ma tondeuse, ma motoneige puis ma souffleuse en même temps, c'est là que je vais l'utiliser. Tu sais, c'est le genre d'excuses comme ça. La plupart des gens on n'a pas besoin. Là. La plupart des propriétaires de F-150. Puis d'ailleurs, il y a Équiterre qui a fait une étude sur l'usage de ce type de véhicule-là versus les besoins. Puis c'est minime dans l'année le nombre de fois où on utilise vraiment ces véhicules-là pour leur capacité supérieure de stockage, leur capacité de, par exemple, parce qu'il y en a qui peuvent tirer. Donc, toutes ces fonctionnalités-là de ce type de véhicule-là, on va l'utiliser peut-être une fois, 2 fois dans l'année. Partir en camping, il y a plein de monde qui font ça juste une fois dans l'année. Puis c'est pour ça que d'avoir d'autres solutions autour. Donc, par exemple, il y a des villes qui ont commencé à louer ou à prêter à leurs citoyens leur flotte de camionnettes, de pick-up la fin de semaine pour la fois, justement, où tu en as besoin pour bouger une sécheuse, ben tu peux emprunter celle de la ville. Puis ça permet aux citoyens de s'acheter une plus petite voiture parce qu'il a accès à ce véhicule-là une fois de temps en temps. Donc, c'est le genre d'initiative qui est vraiment intéressant pour permettre
encore une fois, à la population de faire des choix, là. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis, pour revenir sur l'impact pour les piétons, donc il y a toute la question de la sécurité, mais il y a aussi l'espace que ces véhicules-là utilisent. Puis ça, c'est important parce que quand on est dans un courant où on veut repartager l'espace pour faire plus de place pour les piétons parce qu'on a eu un aménagement du territoire qui a beaucoup misé sur l'automobile, puis dans bien des milieux, il y a pas de trottoir, il y a pas d'aménagement sécuritaire, etc. Donc, on repartage l'espace. Mais comme ces véhicules-là prennent plus de place, ben là, on dit il manque de stationnement, il y a pas assez il y a plus de congestion, etc. Mais il y a une part de cette congestion puis de ce manque d'espace de stationnement là qui est dû au fait qu'on augmente la taille des véhicules. Puis ça je sais pas si vous avez déjà reçu Catherine Morancy qui est professeure là à Pas encore, mais elle est sur la liste. Mais c'est ça, elle a fait beaucoup d'études sur cette question-là, puis elle a démontré que, tu sais, par rapport à la congestion, l'augmentation de la taille des véhicules a un impact majeur. La même chose pour le taux d'occupation des stationnements. Donc, quand on parle, par exemple, de guerre à l'automobile, puis on dit que, par exemple, à cause du vélo, du transport actif, on fait la guerre à l'automobile, ben c'est plutôt l'automobile qui est en train de faire la guerre à l'automobile en grandissant en nombre puis en taille, là. Donc, on doit se poser des questions qu'est-ce qui est rationnel de faire comme société pour assurer des déplacements efficaces pour toute la population. 100%. Et ça, c'est vrai, là. Je pense que je vais ressouligner, là, encore une fois, puis tu le dis tellement bien, c'est les automobilistes qui font la guerre à d'autres automobilistes qui s'identifient comme automobilistes, là. Dans le sens que il y a du trafic. Le trafic dans le chemin, là, c'est pas les vélos ni les piétons qui le créent, là. C'est les chars, là. Pas besoin de chercher le midi à 14 heures, là. C'est pas un F-35 qui nous va sur la tête non plus, là. C'est les chars, là. Il y a pas d'autres causes de trafic. Exact. J'avais une ancienne collègue qui disait, par exemple, à son père, quand il chialait qu'il était pris dans le trafic, elle lui disait, papa, tu es le trafic. Puis je trouve que c'est une belle image. C'est vrai, 100%. Puis, comme tu dis, c'est une petite nuance. Mais effectivement, il y a un effet qui s'ajoute. Dire, quand on utilise des plus gros véhicules pour se déplacer, de toute manière, on a le même nombre de places, hein, la plupart du temps. Dans F-150, on a 5 places, by the way. Tout le monde, là, c'est 5 places. Donc, la même chose que une petite Toyota Yaris, par exemple. Aussi, c'est 5 places. Donc, on n'augmente pas le nombre de places, c'est juste qu'on augmente vraiment de beaucoup l'empreinte sur le territoire, c'est-à-dire la place qu'on prend. L'air physique qu'on prend sur le sol est beaucoup plus grand. Que si on additionne, si tout le monde décide de faire ça, le trafic va augmenter, c'est sûr. À un moment donné, ça fait un demi-char de plus. Là, à un moment donné, c'est un char de plus. Ça en prend pas beaucoup. Je sais pas si avez-vous fait des calculs de combien ça prend, mettons, un F-150 ou quelque chose comme ça par rapport à un plus petit véhicule? Je serais curieux de savoir c'est quoi le pourcentage de plus. J'ai pas en tête, là, mais les études de Catherine Morancy là-dessus sont vraiment intéressantes là, sur, par exemple, le taux d'occupation des stationnements à Montréal, si c'était tous des F-150. Ça serait cool, ça. Donc, ouais, c'est quelque chose dont elle pourrait parler longuement, mais j'ai pas les données là, en tête comme ça. On va l'inviter pour parler de stationnement puis de pick-up. Ça risque d'être intéressant. Mais ce que je retiens par rapport à ce que tu dis justement par rapport aux véhicules plus gros, donc on parle des VUS, des véhicules utilitaires sport et des pick-up ou tous les équivalents, c'est que oui, ça augmente la congestion dans la ville, mais aussi ça augmente le potentiel de danger pour les piétons et différents types d'usagers de la route. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu parce que quand je conduisais des gros VUS, ça m'est arrivé pendant les fêtes, j'en conduisais un gros. Là. Puis je le voyais, là, tu sais, à la lumière, t'arrêtes, puis il faut que tu te penches au-dessus du volant pour faire tes angles morts, tellement t'as un gros angle mort avec les grosses structures que t'as sur le véhicule. Effectivement, là, je le vois encore, les gens qui s'arrêtent à l'arrêt, puis sont obligés de s'avancer. Tu te dis, ouais, on se tombe même pas ergonomique comme véhicule. Puis c'est pas le fun, il me semble, quand j'achète un char qui vaut 70 000 $, ça me tente pas là, de commencer à avoir à danser dans mon char pour essayer d'éviter d'accrocher quelqu'un. Là. Ça me semble que ça n'a pas de sens. En tout cas. Oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est là-dessus où nous, dans nos représentations, on parle aussi au gouvernement du Québec, puis même au gouvernement fédéral sur ce dossier-là, parce que ça relève du fédéral. Mais tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir
des normes au niveau du design des véhicules pour mieux voir les piétons, les piétonnes, puis même les cyclistes, puis bref, tout le monde qui est autour du véhicule, parce que pour nous, ça fait aucun sens qu'on mette en marché des véhicules qui circulent dans les milieux urbanisés, puis qui a autant d'angles morts, puis tu sais, je veux dire, c'est pas servir non plus les conducteurs conductrices là, ils veulent pas frapper quelqu'un là, donc ça devient aussi pas agréable à conduire. Donc il y a vraiment il pourrait avoir des actions qui sont faites là, au niveau gouvernemental pour légiférer au niveau du design de ces véhicules-là pour qu'ils soient plus sécuritaires, puis pour que la visibilité soit meilleure là, pour le conducteur. Pour faire du push, je vais aller un peu plus loin. En milieu urbain, les cyclistes et les véhicules, très, très souvent, vont à la même vitesse. De plus en plus. À Montréal, surtout avec les limites de vitesse actuelles là, à Montréal qui ont diminué grandement, souvent, ça arrive que moi, je roule à la même vitesse qu'un char à côté de moi. Mais le niveau de stress de la conductrice ou du conducteur à ma gauche dans son véhicule, puis mon niveau de stress, c'est pas le même. La raison est simple. Moi, j'ai une vue là 360 en continu, puis de deux, j'entends. J'entends ce qui se passe autour de moi. Et j'ai une conscience de mon environnement qui est très élevée sans même faire un effort. Tandis qu'un véhicule, d'un, ils sont rendus super bien insonorisés. Là, si t'as le son dans le tapis en plus, ben là, t'entends plus rien. Puis de deux, c'est que t'as tellement de choses qui te bloquent la visibilité que c'est normal que tu sois plus stressé. Puis les gens le sont, là, ils sont plus stressés. Là. Tu vois les gens là aux lumières, là, surtout aux arrêts, au stop, là, c'est le moment là où que ils savent pas trop comment faire. Puis les gens, ils sont plus stressés quand ils sont en ville versus quand ils font de l'autoroute. Fait qu'effectivement, sur l'autoroute, un VUS, est-ce que ça peut être très confortable puis bien aller? La réponse est oui. Effectivement, là, j'en ai fait assez de kilomètres ces dernières années pour savoir que oui. Mais en ville, là, c'est pas pratique. On parle même pas de trouver une place de stationnement. On parle même pas de ce type de frustration-là. Bref, allons vers des plus petits véhicules qui sont un petit peu plus agiles. Je pense que... Puis si on peut marcher, ben qu'on marche. Autant que possible. On va revenir aux piétons parce que c'est eux que vous défendez, puis c'est de eux qu'on parle aujourd'hui. Moi, je suis en train de lire un livre qui m'a beaucoup aidé pour ma conscience piétonne, justement, au Québec. Ça fait quelques années que j'ai commencé à marcher parce que sinon, les seules façons que je sortais dehors, moi, c'était rouler en bicycle, beaucoup d'heures, ou prendre mon véhicule. Et j'avais comme deux options, mais finalement, je suis redéménagé à Montréal là, 1 an. Puis, écoute, le char, il a pris le bord parce que l'étiquette de stationnement, j'étais tanné. Ça servait au financement de la ville directement. J'ai donné. Et c'est ça, j'ai commencé à marcher. Puis j'ai découvert, hey, c'est donc ben hot marcher. J'ai découvert ça, là, moi, à 30 ans, j'ai découvert que c'était le fun de marcher. Prendre une marche, c'était le fun, parce que je prenais pas de marche avant, moi. Je faisais pas ça faisait pas partie de ma vie. Puis là, aujourd'hui, des fois, quand je travaille beaucoup, puis c'est du brain, puis là, à un moment donné, j'ai mal à la tête, parce que c'est ça qui arrive ces temps-ci. Je m'arrête quand j'ai mal à la tête. Ben là, je me dis, OK, je pense que je vais aller faire un petit tour dehors, là, comme maman disait dans le temps. Là, va faire un tour dehors, là, ça va te faire du bien, là, ça va te clarifier les idées. Je fais un tour, puis effectivement, ça marche. Ça marche. Tout le monde là, qui écoute, ça marche. Marcher dehors, se clarifier ses idées, là. Je vous dis, ça puis le sommeil, c'est les deux meilleures solutions. C'est mieux qu'un café. Aller marcher dehors, justement, puis c'est plaisant. Hein. Quand on est dans un milieu de vie qui est fait pour les piétons, c'est le fun. Tu découvres des affaires. Moi, j'adore faire des ruelles. C'est rendu un passe-temps. Je fais de la photo dans les ruelles parce que j'adore les ruelles de Montréal. Je trouve que c'est l'endroit où tu sais que le potentiel qu'il y a un char qui passe est très bas. Puis les vélos aussi, en tout cas s'ils passent, ils passeront pas vite. Puis tu sais que tu vas peut-être croiser quelqu'un, tu vas peut-être rencontrer des enfants qui y jouent. Puis tu sais, il y a comme il y a comme un univers qui se crée qui est pas celui que tu es habitué, il y a des fleurs. Tu sais, tu rentres dans quelque chose d'un peu plus accueillant pour la réflexion. Moi, j'adore ça, je passe des heures à marcher maintenant puis à réfléchir, c'est rendu mon activité préférée à faire en dehors du vélo. Donc, c'est ça, puis je lisais un livre Walkable City de Jeff Speck parle justement des bienfaits de la piétonisation puis de changer nos milieux de vie dans des milieux de vie plus accueillants pour les piétons. Lui, il parle dans une phrase dans son livre que j'ai bien aimé parce que aujourd'hui, on a la rue piétonne, des rues piétonnes à Québec et à Montréal qui permettent de reproduire un peu cet environnement-là où c'est accueillant pour les piétons. Mais là, la question, c'est comment on fait pour en faire plus?
Parce que moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça, Sandrine. Mais là, comment on en fait? Puis comment ça marche? Parce que là, les automobilistes qui nous écoutent, ils vont peut-être dire, ou les gens dans leur char sont comme, ouais, mais là, les chars vont passer par où? Puis tu sais, c'est toutes ces questions-là. Fait que oui, on enlève une voie pour passer. Puis lui, il dit, ceci dit, don't spend a penny on gorgeous car barricades. Because if a pedestrian zone is going to be successful, it will thrive due to its location, demographies, and organization, not its streetscape. Donc, ce qu'il dit en gros, c'est que quand on choisit un endroit pour rendre ça piéton, la chose qu'on doit garder en tête, c'est que ça y va pas nécessairement à moi, je pense que. Faudrait pas y aller avec un moi, je pense que cet endroit-là, c'est parfait parce que je le trouve beau, mais plutôt parce que il est bien situé. Il y a une bonne démographie aussi autour qui favorise justement l'utilisation de la rue piétonne, bien important, puis qui est bien organisé pour ça, qui est déjà bien organisé. Donc, de pas nécessairement dépenser pour créer un endroit piéton, mais prendre déjà un endroit qui est favorable aux piétons. Sandrine, toi qui travailles sur la piétonisation avec Piétons Québec, dis-moi ce que tu en penses de cette approche. Tout à fait, puis c'est pour ça que dans notre travail, on travaille pas juste au niveau de l'échelle de la rue, mais à créer des quartiers complets. Tu sais, dans le fond, c'est quelque chose qu'on amène aussi beaucoup aux municipalités, que il suffit pas de faire une infrastructure piétonne, mais il faut que le milieu de vie favorise les déplacements actifs, donne envie de se déplacer à pied, donne envie d'occuper l'espace public. Toute la question de créer des milieux à échelle humaine, des milieux où les services sont à proximité, où on a des places publiques, des lieux pour se rassembler. Ben c'est tout ça qui va créer un potentiel piéton dans un milieu. Il suffit pas de faire un trottoir ou de fermer une rue pour créer un milieu piéton. Et c'est sûr que la question du contexte d'implantation d'une rue piétonne ou d'une infrastructure est vraiment importante. Puis on l'a vu, tu sais, il faut adapter les projets à chaque milieu. Puis se poser la question pourquoi on fait ce projet de piétonisation-là. Est-ce que, par exemple, tu sais, on a vu beaucoup de rues piétonnes qui ont émergé pendant la pandémie parce qu'on n'avait pas assez de place pour se rassembler, parce qu'on avait des mesures de distanciation. Fallait créer plus d'espace public. Il y en a là-dedans qui servaient aussi des intérêts parce que certaines rues commerciales étaient très alignées avec ce qu'apporte une rue piétonne. Donc, par exemple, des rues commerciales qui ont beaucoup de restaurants, des cafés, des services de proximité. Ben, c'est le type de rue commerciale qui peut vraiment bénéficier d'une piétonisation parce que les gens vont aller se promener en même temps, à s'arrêter, prendre un café, aller dans un restaurant et tout. Mais ça dépend encore une fois du milieu puis du type de commerce. Des rues qui ont davantage de commerce de destination, ben ça va peut-être être plus difficile de créer une rue piétonne, sauf si on en fait une destination. Puis là, à ce moment-là, ça prend peut-être un peu plus d'animation puis un peu plus de créer, dans le fond, une expérience pour que les gens viennent à ce type de rue-là. Donc, chaque piétonisation et projet, il faut s'adapter puis venir le moduler par rapport aux besoins et des commerçants et de la population locale. Et tu sais, donc, il y a vraiment un besoin de consulter, d'impliquer les gens dans le projet. Puis là-dessus, nous, on est moins spécialistes à créer ce type de projet-là, mais on a des partenaires qui travaillent activement avec des milieux, notamment l'organisme Rue Principale qui travaille à la vitalisation des cœurs de villages puis des villes, donc des rues commerciales traditionnelles. Puis ils passent souvent par des projets pilotes justement, donc ils vont venir faire des infrastructures plus temporaires, moins lourdes, pour venir tester des interventions. Ils vont venir mesurer l'effet de ces interventions-là, donc à la fois sur l'achalandage, mais aussi sur l'appréciation de ces interventions-là par la clientèle, par les commerçants, par la population locale, etc. Puis après ça, ils peuvent venir ajuster les projets qui sont mis en place avec des infrastructures qui par la suite vont être plus permanentes. C'est le genre de façon de faire qui permet de créer aussi un consensus autour du projet, puis d'éviter de polariser, parce que quand on vient faire ce type de projet-là, c'est sûr qu'on change les habitudes. On peut être habitué de tout le temps traverser
cette rue-là ou de passer par cette rue-là en auto, là, on peut plus le faire, ou il y a moins de stationnement, ou etc., peu importe, dépendant du projet. Donc, passer par ce type de pilote où justement ça demande moins d'infrastructures permanentes, ça coûte moins cher, on peut le faire plus rapidement, puis on crée la nouvelle dynamique, on vient voir son impact, etc. Ça permet à la population justement de mieux adhérer au projet. Puis aussi, ce que je dirais, c'est que souvent, on est très dans une dichotomie. Donc, soit on va faire une rue piétonne ou on dit « Ah non, c'est impossible, fait qu'on laisse la rue telle quelle. » Mais il y a plein de choses entre les deux qui existent. Donc, soit justement, on vient repartager l'espace, donc pour rééquilibrer selon l'achalandage. Un super bon exemple, c'est la rue Sainte-Catherine à Montréal, dans les secteurs qui ont été réaménagés en élargissant vraiment les trottoirs. Tu sais, on avait une rue Sainte-Catherine qui était pas du tout équilibré par rapport à l'achalandage. 70% de la clientèle venait à pied, mais les trottoirs étaient peut-être représentaient 10% de la chaussée. Puis la plupart des voitures qui circulaient, c'était même pas pour accéder, c'était juste pour chercher un stationnement. Donc on n'était pas dans un équilibre. Donc on est venu repartager l'espace. Puis là il y a plusieurs projets Sainte-Catherine-Est piétonnisée au complet, certains secteurs sont piétonnisés, donc on vient adapter selon le besoin. Il y a aussi la rue partagée qui existe dans certains secteurs où on peut avoir un espace de chaussée où la circulation est vraiment apaisée. On peut pas faire du transit, mais on peut accéder à la rue en véhicule. Puis il y a une appropriation du lieu par les piétons qui peuvent circuler partout sur la chaussée, traverser partout. Puis ça, c'est une typologie de rue qui est moins bien comprise, moins bien mise en place dans plusieurs milieux au Québec. Ouais. Puis encore une fois, parce que souvent on l'a pas mis en place dans des lieux où c'était approprié de le faire, où il y avait naturellement une favorable. Ouais, c'est ça, tu sais, comme par exemple où ça fonctionne bien à Québec, dans le Vieux-Québec, dans les rues super étroites où les trottoirs étaient pas très larges, où les piétons marchaient déjà dans la rue. Ben là, il y a des projets qui fonctionnent bien. Le Vieux-Montréal serait un bon endroit où il pourrait avoir des rues partagées qui seraient mises en place davantage. Donc, d'où l'importance de mettre en place une rue qui est adaptée au contexte de l'endroit, puis c'est pas un projet qui peut être pareil, qui peut être mis en place partout. Puis juste un petit point sur la question des des aménagements temporaires puis des interventions qu'on dit tactiques, là, donc à faible coût, des bollards, des bacs à fleurs, etc. C'est super intéressant justement pour agir rapidement, à faible coût, tester, mais il faut pas que ça devienne permanent parce que c'est très difficile en hiver de maintenir ce type d'infrastructure-là. Puis, au Québec, veut pas, on a la moitié de l'année presque de l'hiver et les piétons disparaissent pas en hiver. Les piétons sont là toute l'année. Donc, on doit réfléchir à des façons de rendre permanente ce type d'infrastructure-là, ces projets-là, pour que les piétons puissent avoir accès à des espaces conviviaux, agréables, animés toute l'année. Puis justement, là-dessus, tantôt, je parlais de Rue Principale, qui est un de nos partenaires, ils viennent de faire une publication sur cette question-là, sur les rues piétonnes, les centres de villes animés en hiver. Donc, ça pourrait être un beau sujet pour un prochain épisode. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu sais, tu me fais penser à l'hiver. C'est curieux parce que j'y pensais récemment, tu sais, les aménagements pour les piétons. Puis ma réflexion, puis je veux dire quelque chose de peut-être un petit peu scandaleux au micro venant de ma part pour les gens qui me connaissent, c'est que OK, oubliez les cyclistes. On oublie les cyclistes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les cyclistes, c'est pas nécessairement le type d'usager à 100% à l'année. Tu sais, on voit une grosse diminution des cyclistes à l'hiver. Mais s'il vous plaît, faites des aménagements pour les piétons. Parce que si vous faites des aménagements pour les piétons, déjà là, on va avoir des meilleurs aménagements pour les cyclistes. Ça, je le crois. Parce que les piétons, eux, ils disparaissent pas l'hiver, contrairement aux cyclistes. C'est la seule partie de la population qui ne disparaît pas, sauf quand elle est en vacances à Cancun. Ça, là, tu sais, dans le sens, elle est tout le temps là, cette population-là. S'il n'est pas son vélo, il va être en métro, taxi, peu importe. Mais il va redevenir piéton un jour, pas un jour ou l'autre, à une minute
ou un autre, il va redevenir piéton. L'automobile, c'est la même chose. La personne qui prend le métro, le tramway, c'est la même chose. Donc, si on fait des aménagements qui sont plus faciles pour les piétons, ben, on vient de trouver et de faire un cadeau pour tout le monde. Tout le monde dans la société. Puis souvent, malheureusement, on conçoit les infrastructures pour l'été, tu sais, puis on pense pas. Ouais. Puis c'est au moment de la conception qu'on doit y penser parce que quand on conçoit pour 4 saisons, ben c'est beaucoup plus facile d'entretenir les infrastructures. Puis il faut impliquer dès le début les travaux publics, tous ces gens-là qui vont être impliqués après ça dans l'entretien pour s'assurer que nos infrastructures, ben elles vont être viables à l'année puis permettre, comme tu dis, de circuler là en toute sécurité, en tout confort toute l'année. Ouais, non, c'est ça. Écoute, Sandrine, t'es passionnée dans ce que tu fais. Tu t'occupes de Piétons Québec depuis des années maintenant. Je me demande, c'est quoi que tu aimes le plus de ton travail chez Piétons Québec? C'est pourquoi tu te lèves le matin quand tu dis, OK, moi, là, encore aujourd'hui, là, ce dossier-là, je vais le pousser. Je vais défendre les intérêts des piétonnes et piétons du Québec. C'est quoi que tu aimes le plus dans ton travail chez Piétons Québec? Ben, je pense que ce qui m'anime le plus, c'est le fait que de contribuer à une cause qui touche tout le monde. Quand on fait des gains, ben c'est des gains pour l'ensemble de la population du Québec. C'est une cause qui a tellement de bénéfices, à la fois individuels, collectifs, qui répond à plein d'enjeux qu'on vit dans notre société. Quand on pense à la crise de la sédentarité, au niveau de justement prévention en santé publique, mais aussi à nos enjeux financiers en ce moment, gouvernementaux, mais individuels aussi. Donc, tu sais, je pense que pour moi, c'est vraiment une cause qui est parfaite en fait. Donc, ça m'anime tous les jours de la défendre. Puis, ce qui m'aide en fait de faire ce travail-là tous les jours, c'est l'équipe aussi. On a une super équipe. On est 8 chez Piétons Québec. C'est une équipe qui est incroyable, qui est tellement mobilisée, qui se lève aussi chaque matin avec tellement de motivation à défendre notre cause. Puis, on a des partenaires aussi qui sont super stimulants, qui nous amènent toujours des réflexions, qui nous poussent à aller plus loin, avec qui on fait des super collaborations. Donc, c'est vraiment tout un très, très, très bel écosystème. Ben oui, c'est une équipe, on peut pas faire grand-chose. Bravo à Piétons Québec, bravo à ton équipe, à votre équipe chez Piétons Québec. Et là, on est rendu à la question mystère, la question posée par les internautes, on va dire ça comme ça, les gens qui passent par les électrons libres, que ce soit sur n'importe quelle de nos plateformes. Et la question mystère, cette fois-ci, par rapport à Piétons Québec, c'est rendu une expression totalement québécoise et totalement montréalaise. On rentre dans la saison des Bixi à Montréal et des à vélo à Québec. Ce que je sais, c'est que pour avoir fait un petit tour à Paris une couple de fois, Piétons et cyclistes, ça fait pas tout le temps bon ménage. Comment les cyclistes peuvent prendre soin plus des piétons lors de la prochaine saison, la belle saison, l'été? Comment ils font ça pour prendre soin d'une meilleure façon des piétons? C'est tellement une bonne question. Dans le fond, simplement assurer la priorité piétonne. Comme cycliste, on a l'obligation de céder aux piétons aux arrêts, aux lumières rouges, donc que ça soit quand on veut effectuer un virage, il faut céder aux piétons. La même chose au passage pour piétons. Juste faire ça, je pense que ça changerait beaucoup. Puis ça améliorerait grandement la cohabitation, le sentiment de sécurité des piétons dans nos villes. Je pense que c'est un petit geste, mais qui aurait un gros impact, puis qui, en plus, aiderait beaucoup à la réputation des cyclistes. Donc, malheureusement, il y a quelques cyclistes qui sont pas très courtois puis qui donnent mauvaise réputation à l'ensemble des cyclistes. Donc, j'aimerais beaucoup que tous les cyclistes soient comme moi et cèdent aux piétons là avant de s'engager dans une intersection ou dans un passage. Je pense que c'est le mot d'ordre, hein? Priorité piéton, sécurité avant tout, puis céder le passage. Mais c'est pas un cadeau qu'on fait aux piétons, c'est leur droit. En fait, c'est leur droit d'avoir la priorité sur les cyclistes. C'est pas un cadeau, c'est une obligation qu'on a de céder le passage aux piétons. Moi, je le fais régulièrement parce que je me prends en vélo régulièrement. Puis insistez, hein, cyclistes, insistez. Quand vous êtes devant des piétons qui s'apprêtent à traverser, arrêtez-vous, faites-leur un signe de la tête ou de la main pour les laisser passer. La plupart des piétons, vu qu'ils ont peur, des fois, ils pensent que c'est vous qui avez la priorité et non, ce n'est pas vrai.
Donc, prenez le lead là-dessus, arrêtez-vous, faites un signe de la main pour laisser les piétons passer. Vous allez voir, faites un sourire, puis vous allez recevoir un sourire en retour et vous allez être plus heureux, tout simplement. Donc, tout à fait, puis ça fait voilà. une super belle interaction justement avec ta personne parce qu'à vélo, ce qui est le fun, contrairement en auto, c'est qu'on peut se parler quand la personne s'arrête, puis on peut dire merci. Absolument. On va entendre le merci, puis on va pas entendre des plaintes comme on a avec des fois certains automobilistes, contrairement à ce genre de situation-là. Là, on va vivre un beau moment, puis vous allez voir là dans votre journée, les gens oublient souvent là, que les interactions sociales qu'on a en dehors d'un véhicule, qu'on peut avoir en dehors d'un véhicule en choisissant d'autres moyens de transport, c'est des interactions qui sont beaucoup plus précieuses que d'autres. Je vais donner un exemple. L'autre jour, je circulais en vélo pour retourner chez moi, il était 9h du soir. J'arrive à un arrêt, puis il y a un autre cycliste à côté de moi. Il se met à jaser, puis il était super heureux. Puis on jasait juste de la température puis tout, mais il était tellement heureux que moi, j'étais fatigué. Il était 9h, j'en venais du vélo. J'en revenais du bureau, puis j'étais comme... Ça me semble, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sais pas pourquoi il m'a mis de la joie. Tu sais, c'est un 30 secondes à une lumière qu'on attendait, mais il m'a mis de la joie. Mais ça, on peut faire ça aussi avec les piétons. Bref, allons-y. Cohabitons puis partageons la route avec les différents usagers de la route. Merci beaucoup, Sandrine, d'être passée au podcast Les Électrons Libres. Si on veut vous rejoindre, en savoir plus sur Piéton Québec, comment qu'on fait? C'est piéton avec un S.Québec. Tout simple, notre site web. Excellent. Puis vous pouvez rejoindre aussi Sandrine directement. J'imagine que c'est sur LinkedIn. Oui, tout à fait. Vous pouvez me trouver Sandrine Cabana-Tegani sur LinkedIn. Excellent. Et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été les nôtres. Si vous voulez en savoir plus sur Piéton Québec, juste à vous rendre sur leur magnifique site web. Vous allez voir, Piéton Québec, c'est un bel organisme à chérir. Ils sont à la défense de vous et moi, piétons et piétonnes. Pour la suite, on se voit dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la saison 4 des Électrons Libres. Sur ce, portez-vous bien et déplacez-vous librement. Ciao!